Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré de The House of Running à Paris. Nous accueillons aujourd'hui non pas un mais deux invités. Le premier est un scénariste, réalisateur, acteur mais aussi compositeur. Et si vous nous écoutez depuis la saison 1 de Clapement 5, vous savez que j'adore son cinéma. Il est le réalisateur de l'incroyable Monsieur et Madame Adelman, césarisé pour son second film La Belle Époque. Il a sorti cet été le troisième opus d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Il est actuellement en montage de son prochain film Mascarade, toujours avec Pierre Ninet. Merci Nicolas Bedos d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. Mais ça me fait vraiment très plaisir, c'est très sincère parce que je le dis depuis 3 ans. Les gens savent que au César j'étais dans du lobbying pour La Belle Époque et ça a marché. C'est vrai, ça a marché. Écoute, et justement est avec toi bien ta collaboratrice, celle qui est à script depuis La Belle Époque. Elle a également travaillé sur La Môme, Largo Winch ou encore Grâce de Monaco. Merci Virginie Le Pionnier d'être avec nous. Mais merci à vous. Ça nous fait très plaisir. Et merci à Nicolas. Mais c'est un nouveau format qu'on tente un duo entre un réalisateur et du coup et quelqu'un de son équipe, les gens qu'on connaît moins généralement. Et là ton métier c'est donc script, on va y revenir dans un instant, mais avant je vais vous présenter quand même les clapeurs qui vous accompagnent aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice qui a adoré La Belle Époque et en tant que jeune de la Startup Nation, elle est à deux doigts de te piquer l'idée. Nicolas, c'est Elsa Morel. Oui, mais j'ai pas osé, je me suis dit il y a trop de brevets à mon avis. Ça va être compliqué de créer une telle entreprise. Non, très non. bien. Et est avec elle un clapeur responsable marketing qui après chacun de ses rendez-vous amoureux nous en parle en citant Monsieur et Madame Adelman. Il nous dit n'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. C'est Michael Godefroy. Ouais, j'ai trop de rendez-vous amoureux aussi. Oui, Donc, c'est je ça. suis trop Nicolas. Et cette phrase ne marche pas à chaque fois. Au bout d'un moment, elle perd son sens. C'est ça, c'est clair. Mais nous, il y a quelqu'un dans notre équipe avec Virginie qui nous a raconté que sa meuf l'avait largué après avoir vu Monsieur et Madame Adelman. Adelman, je crois. Parce qu'elle s'était dit on vivra jamais un truc pareil. Laisse tomber. Voilà, Sont dirais pas là. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup qui travaille avec nous. Ah ouais et voilà, c'était un très mauvais souvenir pour lui. Il a quand même fait OSS 117 avec nous. Malgré tout, malgré ce C'est un film. fidèle ami, du coup. Mais d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a entendu, il y a une version du générique, mais dans la précédente, celle de la saison 1 ou 2, il y et Monsieur et Madame Adelman dans les répliques. Oh là là, Pourquoi il n'y a plus On change d'année en année, et là, du coup, on est c'était. ringard, Je suis sûr que Mascarade sera dans le prochain, C'est clair. dans le prochain générique. Mais on a fait des belles choses, ma chérie. plein. Tu te souviens? On va en parler. Hein. Oh là, Jean Dujardin. Tu te souviens ces gens-là? Et le petit Pierre. Le petit Pierre. Ah bah là. Oui. Le petit Pierre. Qui est maintenant retrouvera. président de l'Académie des Césars, c'est ça, Pierre Ninet, qui a racheté le cinéma d'ailleurs entièrement. Il est partout. Il ne reste plus que 3 salles à Paris depuis quelques. Mais bon, du coup, avant de s'intéresser à tout ça, à tes films et peut-être justement aussi à l'industrie du cinéma et à son devenir, je note que le métier de script, c'est un métier qui est pas très connu de la part du grand public. Et pour toi, justement, Nicolas, en tant que réalisateur, comment est-ce que tu définirais ce métier-là et son importance? Ah bah ça dépend de la personne qui le fait. Et avec Virginie, du coup. À Virginie, ça donne beaucoup de sens au métier de script, mais ça dépend encore une fois de la personne qui le pratique. Virginie est devenue ma collaboratrice essentielle et permanente, et je dirais même principale sur le processus de fabrication d'un film, c'est-à-dire pendant toute la durée du tournage. Et y compris d'ailleurs dans sa préparation, parce que c'est l'extension du cerveau du réalisateur pour moi. Mais sans offenser quiconque, cette rencontre artistique, amicale n'aurait pas été la même. Je suis pas sûr que j'en ferais un aussi grand usage. Ouais. Ça pourrait être quelqu'un qui me rappellerait essentiellement des histoires. On peut réduire le rôle de script à quelque chose de pas passionnant, et on peut, quand on tombe sur quelqu'un comme elle, en faire quelque chose de très fort, qui te rappelle ce que tu désirais à la base même du projet, qui t'aide sur le découpage, qui te donne ses lumières sur l'élégance, sur un décor, sur plein de choses. C'est quasiment, pour moi, elle a tout son taf dont elle vous parlera, qui est un rapport technique nécessaire pour le montage ensuite, pour la production, tout ça, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, ma conseillère.
Non ? Ah si, avec toi. Après, comme tu le dis très justement, c'est différent D'un réalisateur à l'autre. d'une Pour toi script aussi. à l'autre, déjà, D'une je script à pense. l'autre. On dit une script parce que c'est vrai que c'est un métier, pour des raisons qui m'échappent, parce que ça pourrait tout à fait... c'est un métier essentiellement féminin, en tout cas en France. Est-ce que tu connais des scripts hommes ? Oui, il y en a de plus en plus. Après, c'est resté féminin parce que Script, originellement, était une secrétaire de plateau qui travaillait pour la production, essentiellement, et qui rapportait à la production ce qui se passait sur le plateau. Et puis voilà, c'est un métier qui a évolué. Les metteurs en scène se sont dit plutôt qu'elle soit là à rapporter, elle peut peut-être être utile à autre chose. Donc elle a pris un peu de place dans la mise en scène. Mais on a toujours par contre ce rapport avec la production. Ça, c'est toujours existant. On rend un rapport journalier sur l'avancement du film, le nombre de plans qu'on a tournés, les séquences terminées, le minutage tourné, etc. Donc il y a toujours ce rapport avec la production. Mais voilà, c'est un métier qui a énormément évolué et qui est devenu script, en passant par script girl d'abord, et certainement en rapport avec le scénario, évidemment, qui est notre outil de travail principal, la base. Mais il y a beaucoup de choses, Virginie. Essentiel. Dans une journée, je sais pas d'ailleurs, ça serait trop long, mais dans une journée, tu fais plein de choses. Moi, je t'autorise aussi, par exemple, à aller rappeler aux acteurs où ils se trouvent dans la chronologie du film. Ouais. Vous savez tout ça, mais peut-être que ceux qui nous écoutent le savent moins. Oui, mais Virginie, elle me demande, parce qu'elle est quelqu'un d'élégant et de bien élevé, elle me dit, ça te dérange pas que j'aille voir ? Je suis évidemment, je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs tu ne me le demandes même plus. Si, toujours, ou même c'est les acteurs qui viennent aussi quand ils sont un peu paumés. Parce que pour des raisons économiques évidentes, on tourne un film comme un Tetris dans le désordre. C'est une espèce de puzzle, parfois un peu sophistiqué. Encore plus des films comme ceux que j'ai pour l'instant toujours fait, c'est-à-dire avec une narration un tout petit peu compliquée. Ce qui est jouissif C'est pour pas nous. tout à fait chronologique. Ah oui, c'est plus intéressant. Ah bah oui, c'est complètement plus intéressant quand il y a une écriture déstructurée comme ça. Le challenge est plus gros. Ouais, le challenge est plus gros, oui, parce que du coup, on n'est pas dans quelque chose de linéaire. Donc après, on essaye justement techniquement de trouver pour le spectateur une manière, et avec le réalisateur évidemment, que tout ça soit effectivement d'une élégance et de techniquement intéressant, que le spectateur se repère quand on passe d'une chose à l'autre, d'une époque à une autre. Voilà, c'est génial. Bah justement, c'est quelqu'un qui met un peu de clarté dans nos têtes embrumées par des jours et des jours de tournage, des semaines parfois, un nombre de décisions interminables à prendre toute une journée. Des imprévus aussi. Et Virginie, elle est censée avoir le recul que je n'ai plus. Ouais. Oui, on est un peu la colonne vertébrale du film. Et Nicolas, justement, il y a un motif qui revient dans tes films, on en parlait, c'est le motif un peu du temps, de l'évolution. Dans Monsieur et Madame Adelman, ça se passe sur plusieurs décennies, quasiment sur une vie. La Belle Époque, il y a ce voyage à travers le temps qui, en fait, se fait à la même époque, mais et qui voyage. Et justement, cette question de l'évolution des personnages, de notre idée à travers le temps, c'est un motif qui te passionne. Et qu'est-ce qui te plaît dedans, dans le fait qu'on change et qu'on devienne quasiment d'autres personnes à travers le temps, parce que c'est un peu ce que ces deux premiers films en tout cas évoquent comme idée. C'est un sujet qui a passionné la plupart, beaucoup de très grands romanciers, de très grandes romancières. C'est de Proust à Balzac, en passant par Maupassant et tant d'autres, les Américains. Récemment, je viens de lire un livre de Ford qui est absolument magnifique sur trois couples sur 40 ans. C'est-à-dire que ça me passionne parce que c'est passionnant. Oui. Elle est bien ma réponse. Elle est très bien. Mais en même temps, je la comprends. Mais c'est un autre prisme que Christopher Nolan, par exemple, lui aussi, il manipule le temps, mais par un aspect très différent. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le fait justement d'aborder, de faire ça, mais d'un point de vue plus réaliste et plus sur l'évolution des personnages Non, mais je pense que le fait d'avoir été élevé, je parle pas de ma mère, mais par des gens, par des vieux. Je suis un fils de vieux, et je parle pas seulement de mon père, je parle de
tout son entourage. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de... Et je pense que j'ai attrapé ces réflexions qui étaient les leurs, ces frustrations, ces doutes, ces inquiétudes, cette peur de la mort, cette peur du... Et puis cette mélancolie, cette nostalgie. Et je pense que voilà, j'ai baigné là-dedans et qu'aujourd'hui je la rends parce que... parce que ce sont des choses qui nous concernent directement. Je veux dire, moi je suis tombé sur quelqu'un l'autre jour qui me parlait du film de mon copain Florian Zeller que j'ai trouvé moi magnifique, The Phaser, que je trouvais vraiment Michael, c'est son film préféré. C'est un grand film. Je l'ai vu hier, moi. Tu vois. Et quand on a traversé, ce qui est notre cas, beaucoup, ou même quand on l'a pas traversé d'ailleurs, mais en tout cas quand on a approché des gens qui ont cette maladie terrifiante qui concerne beaucoup de gens, bref, c'est un film très très fort. Et il y avait une fille qui disait « Oh, bah, moi je m'en suis foutu, ça me faisait chier, etc. » Bref, et je lui dis « Mais ça va vous arriver peut-être. On est concerné, je veux dire, par notre avenir. Je comprends qu'on ait envie parfois de baisser un peu la tête, mais et de se dire bon, c'est pour plus tard tout ça. Mais non, le temps, c'est votre affaire à tous aussi. Michael. Et justement, Nicolas, sur un autre thème, là, tu as dit en interview que tu avais une peur pathologique de l'érosion des sentiments et de l'effacement des souvenirs. Oui. Est-ce que c'est une manière pour toi d'exorciser ces sentiments en réalisant des films sur l'amour ? Oui, je crois. Je crois que c'est une manière, de me rassurer un peu dans cette vie qui est un peu chaotique. J'ai une vie sentimentale parfois foireuse. J'ai eu j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. On est nombreux à avoir raté pas mal de trucs. Et c'est une manière de rendre hommage à des gens que j'ai aimés, que j'ai un peu perdu de vue. C'est une manière de me faire croire, enfin en tout cas de me laisser bercé par l'illusion que quelque chose aura un jour une cohérence. Peut-être qu'on se retrouvera. J'aime cette idée-là. Elle m'a toujours séduit. Même quand j'étais ado, je me souviens que j'étais paniqué. Alors même que j'ai pas toujours été un garçon extrêmement stable dans mes sentiments, mais j'ai toujours été paniqué. Je disais, paraît-il, à mes proches quand j'avais 14-15 ans, elle m'aime, mais qu'en sera-t-il dans 15 ans, qu'en sera-t-il dans 20 ans? J'ai toujours été terrorisé par la finitude. Ouais. Et ça m'intéressait d'ailleurs quand je suis arrivé en terminale. Je me souviens, je trouvais ça passionnant ce qu'écrivaient les Grecs là-dessus. C'est un des trucs sur lesquels je me suis un tout petit peu cultivé. Je me souviens de Marc Aurèle. Enfin, ça a intéressé beaucoup de monde. Et je sais même plus pourquoi je parle. Et donc le cinéma me fait du bien et j'ai tendance à penser que quand quelque chose fait du bien à celui ou à celle qui l'écrit, ça peut en faire à d'autres. Et moi je sais que un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire, j'espère que ce sera le cas de notre dernier film avec Virginie Mascarade, c'est vous faites des films, moi j'aime bien vivre dedans, dans lesquels on aime bien moi je ressens ça parfois dans une série, il y a des univers dans lesquels je peux quasiment vivre plusieurs semaines et des choses très différentes. Vous parliez d'ailleurs de lui tout à l'heure. Un film comme Interstellar, par exemple, je ne pourrais pas vous expliquer. Je me suis allongé dans ce film et régulièrement, je peux le commencer à 30 minutes, à 47 minutes, je pourrais le voir dans le désordre. J'aime cette musique de Hans Zimmer, je suis comme lové dans des couvertures de talent. Ça me fait du bien. C'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est ce qu'on ressent quand on tourne aussi. Ouais. Beaucoup d'amour et beaucoup de... On est bien aussi. Elsa. Mais quand on tourne les films de Nicolas, que vous voyez là, c'est d'une des choses qui me donne envie de me réveiller parfois le matin. Parce que Virginie a ce truc génial. Et pourtant, elle a une expérience magnifique, elle a une carrière dingue. C'est une des scripts les plus chevronnés de ce métier que vous avez chez vous là aujourd'hui. Et Virginie, elle garde une niaque. Et je crois que c'est aussi ça, moi, que c'est vraiment autant que sa compétence, c'est son caractère. C'est quelqu'un, moi je suis un type qui se plaint tout le temps, tout ça. Je suis jamais vraiment content. J'adore les acteurs et en même temps ils me font chier. Je trouve toujours qu'on est à la bourre, ça m'emmerde. J'aimerais parfois être ailleurs et tout ça. Et Virginie me rappelle non seulement les plans qu'il faut que je fasse, là où j'avais décidé en prépa de mettre l'accent sur telle ou telle personnalité, sur tel ou tel sujet, mais en plus elle me rappelle aussi que, on est bien, non ? On a de la chance, non ? On est là, on est en train de faire un film.
Et c'est très précieux. Et justement, ça me fait penser aussi au rapport, pour les gens qui ne connaissent pas trop la différence avec l'assistant réalisateur, quel est le lien et autant pour toi Virginie que pour toi Nicolas dans le travail, qu'est-ce qui change dans ce rapport-là? L'assistant réalisateur ou l'assistante réalisateur est beaucoup plus sur la logistique. Oui, il a aussi une part artistique parce qu'entre autres avec Nicolas aussi, il fait partie de la préparation. On fait le découpage effectivement ensemble, beaucoup de réunions sur les intentions, sur que lui après décode en ce dont Nicolas va avoir besoin en termes de temps, en termes d'accessoires, de costumes. Il traduit en fait toutes les intentions de Nicolas pour les installer et les faire rentrer dans ses journées sur l'organisation du film entièrement et de la thune aussi. Rester dans le budget. Voilà, donc il y a quelque chose de beaucoup plus logistique. Si on doit faire une différence, il organise les convocations, etc. Moi, je ne m'en soucie pas. Et voilà, non, c'est la grosse différence. Moi, c'est vraiment, je travaille beaucoup plus vraiment sur le film, l'œuvre. Et de en ton elle-même. côté, Nicolas, la relation entre ton assistant réalisateur ou ton assistante réalisateur et la script, qu'est-ce qui change de l'un à l'autre? Ce qui change, c'est que en tout cas, moi j'ai travaillé avec deux assistants réalisateurs jusque-là, formidables d'ailleurs, les deux, mais ni l'un ni l'autre n'avait, n'a exprimé le besoin de se mêler de l'aspect filmique, par exemple. C'est-à-dire de la façon de comment je vais le tourner, est-ce que je vais faire un travelling, est-ce que je vais le faire à la grue, est-ce que je vais le faire à l'épaule, est-ce que je vais le faire en plan fixe, est-ce que j'ai envie que la scène soit articulée même dans l'espace, est-ce que je vais demander aux acteurs de traverser le couloir. Ça, évidemment que ça les intéresse, ils sont pas du tout, c'est pas des indifférents aux choses qui sont liées au film même, mais ils ont trop de boulot pour pouvoir vraiment me seconder, m'éclairer là-dessus. Virginie, en revanche, ça la passionne vraiment. Elle pourrait, elle sait exactement la scène que j'ai prévu de faire. Eux, ils sont déjà en train d'aller, tu peux raconter comment ça se passe sur un plateau, par exemple. Moi, même physiquement, nous sommes tout le temps à côté l'un de l'autre. C'est déjà ça. Je veux dire, pour moi, la script, c'est la seule personne, c'est ce que je lui dis souvent, qui est complètement au service du réalisateur, d'une certaine manière. Quand je vais aux toilettes, je suis en panique. Je me dis, il faut que je me speed, il faut que je revienne vite. Parce que je ne vais rien louper. Je ne vais pas louper une parole. Des fois que je louperai quelque chose. C'est la seule personne d'ailleurs à qui on peut vraiment demander conseil, parce que le chef opérateur, qui est un collaborateur absolument considérable aussi, mais le chef opérateur, il va quand même être au service de sa lumière. Donc si on travaille essentiellement avec lui, ça va faire un film de chef-op. Faut faire gaffe, parce que tout d'un coup, lui, il a presque toujours envie de te dire, non, mais il est là plutôt les acteurs, parce que attends, derrière, ça va être plus beau, ça va être plus fort, ça va être plus machin. Enfin bon, je caricature. Certains qui m'entendent pourraient se dire, oh là là, on ne travaille pas tout comme ça. Mais bon, il y a quand même, je pense même instinctivement, inconsciemment, un désir de prêcher quand même un peu pour leur paroisse graphique, visuelle. Oui, leur travail est visible. Voilà. Moi, c'est un travail de l'invisible, en fait. Donc, le producteur, lui, tu vas lui demander un conseil, il va choisir, si tu hésites par exemple entre deux façons de mettre en scène cette scène, il va inconsciemment te proposer celle qui va lui coûter le moins cher. Il va te dire, oh, pourquoi tu t'emmerdes avec ce truc, etc. Fais-le en plan large. Pareil, grosse caricature. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Virginie, elle en a rien à foutre. Elle n'a pas ces contraintes-là, et ça fait d'elle quelqu'un de libre, elle n'est pas non plus inféodée aux acteurs, elle est avec le réal ou la réal avec qui elle travaille, elle est à son profit absolu, et ça c'est formidable pour nous. Elsa. Mais du coup, ça nécessite que tu, quelque part, analyses la méthode artistique du réalisateur, sa méthode de travail, que tu rentres un peu dans sa tête. Complètement. Ouais. C'est, alors quand le travail que je fais avec Nicolas en préparation, il est rare. Souvent, j'ai une préparation bien plus courte. T'interviens à combien de semaines avant ça dépend du gars. Avec moi, c'est long, c'est bien avant. C'est 5-6 semaines de préparation.
Ce qui est énorme pour une script. En général, on nous donne 2 semaines. Donc voilà, où on fait notre petite prépa à nous, on parle un peu avec le réalisateur quand même, mais on fait pas... Enfin, c'est très rare que je fasse autant de préparation avec Nicolas. Et du coup, après, on découvre un peu au fur et à mesure, on rentre dans la tête du réalisateur au fur et à mesure. Avec Nicolas, on a déjà sauté beaucoup d'étapes quand on arrive au moment du tournage. Et voilà, et après, effectivement, mon seul but, c'est que Nicolas soit content et que ce qu'on fasse ressemble à ce qu'il avait en tête. Alors, il le sait très bien, ce qu'il a en tête. Mais voilà, il m'arrive parfois. Et puis, alors, moi, je suis j'ai quelque chose de très ressenti. Ouais. C'est-à-dire que, ne serait-ce que quand je fais le minutage d'un film qui est demandé par la production, donc la durée du film, et que je suis chez moi et que je lis les répliques, etc., je peux me mettre à chialer, je peux avoir mal au ventre sur une réplique, sur quelque chose que j'imagine. Ou quand Nicolas me dit oui, mais tu vois, ça, en fait, cette scène, elle raconte ça, tout d'un coup, ça me provoque quelque chose. Et si je ne le ressens pas au tournage, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Tout d'un coup, j'attends, je cherche je me dis putain, merde, j'avais chialé comme une tarée quand je me ça. Mais là, il manque peut-être un petit truc. Mais je me répète, c'est parce qu'elle est qui elle est qu'elle a pris cette place et qu'elle la prend d'ailleurs, j'ai l'impression souvent, parce que je suis pas le seul à apprécier la personnalité, le goût. Et la sensibilité, oui, de Virginie. Mais encore une fois, si elle ne m'avait pas souvent convaincu, si je trouvais pas qu'elle avait souvent raison, on serait moins proche sur le plateau. Naturellement, je m'en serais un tout petit peu éloigné. Vraiment, c'est elle. Parce que, encore une fois, elle a un truc qui est formidable, pardon, mais c'est la brosse à reluire. Mais parce que voilà, c'est quelqu'un de formidable. Et elle a un truc, par exemple, avec moi j'ai beaucoup comme vous le savez, j'ai quand même une susceptibilité, j'ai de l'ego, j'ai des conneries, j'ai des trucs de l'enfance qui sont restés un peu. Donc j'aime. Mais Virginie, c'est formidable parce qu'elle est toujours très quand même respectueuse de ce que j'ai prévu, mais elle a absolument pas peur de me dire je sais pas, je suis pas convaincu, c'est comme ça, je suis désolé, et c'est jamais gratuit, c'est jamais pour la ramener, c'est jamais et franchement elle a très très souvent raison. Et encore une fois, elle a raison à des moments où moi je fatigue parce que j'ai géré trop de trucs, parce que moi je vais en salle de maquillage, parler avec des acteurs et des actrices qui ont parfois des soucis avec mon texte, ensuite j'arrive sur le plateau, j'explique, bon bref, je vais pas vous faire une journée de tournage. On pose 25 questions à la minute. Ça va de la coiffure d'une figurante, vous savez tout ça. Et c'est la caricature qu'on voit un peu de chez Truffaut est assez vraie, c'est-à-dire 17 000 questions par seconde. Et répéter les choses. Et au bout d'un moment, c'est vrai que je crois que mon cerveau s'en bue un peu. Et Virginie, c'est ma clarté. Parce qu'il y a même des moments où je suis moins exigeant, par exemple. Et Virginie, elle est là pour me dire tu vas, non, lâche pas, je te jure, cette scène, elle est bien. Tu vas être content, là, attends, Romain. Et parce que la fatigue nerveuse fait qu'à un moment donné, je peux dire, c'est pas trop souvent le cas, j'espère, mais je peux dire, bon là, ça va, on va se démerder. Il est machin, on est à 2h sup, on tourne depuis 2 mois, allez. Et Virginie est quelqu'un d'extrêmement combatif. Elle a ce truc-là qui est nécessaire pour nous, de dire lâche pas, mec. Et comment l'un l'autre vous avez vu votre relation évoluer entre La Belle Époque et Mascarade du coup est-ce que ça a toujours été comme pour ça la petite anecdote, ce qui était génial, c'est que j'ai vu Monsieur Magelman, j'ai complètement j'ai adoré dans le paysage du cinéma français. Je me suis dit mais c'est tellement bien écrit, c'est génial, c'est plein d'idées, etc. Et donc voilà, je me suis dit putain, très bien bossé avec ce mec. Et alors là, ping, ma petite étoile. Je sais pas, 1 mois plus tard, ton directeur de production m'appelle en me disant voilà, on cherche une script pour le prochain film de Nicolas Bedos. C'était compliqué, j'étais en tournage en province, enfin bref. Et j'étais ah oui non mais faut que je monte à Paris le rencontrer, absolument, vous ne laissez personne d'autre le rencontrer, je veux travailler avec lui, etc. Enfin bref, ça a été une longue bataille. Vous interdisez tout le monde. J'en ai rencontré d'autres quand même. Il en a rencontré d'autres quand même, et moi, enfin bref, et on a fini par se rencontrer,
Et voilà, après, donc pour revenir à ta question de comment on rentre dans la tête d'un réalisateur, effectivement, plus on le connaît, plus on apprend ses goûts. Et puis quand on a les mêmes goûts, tant mieux. ça m'est arrivé, moi, avec des réalisateurs, de très bien m'entendre avec eux. Mais on n'avait pas les mêmes goûts du tout. Et ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, à un moment, ça ne peut pas marcher, quoi. Donc, il y a aussi, au-delà de la collaboration, il y a effectivement plein d'autres choses qui se mettent en place. Et avec Nicolas, sur La Belle Époque, on a commencé tranquillement. Au début, on se renifle un peu. C'est normal. Je pense qu'on a quand même bien rigolé la première fois qu'on s'est rencontrés. Enfin, il y a eu un truc en tout cas, parce que, comme il disait, je suis avec lui tout le temps, tout le temps. C'est très important. Donc déjà, il y a une histoire de feeling quand même. Est-ce que j'ai envie d'avoir sa gueule pendant 3 mois son parfum, 15 heures par jour, ses blagues, ses histoires familiales, personnelles. Ah bah oui, on vit avec ça. C'est ça. Donc déjà, il y a ce feeling. On fume des clopes ensemble, ça c'était bien. D'autant aussi. plus que personnellement, je suis pas un très grand social, quoi, moi. Je veux dire, dans la vie, j'adore boire des coups, mais d'ailleurs, il me faut souvent un peu de liquide pour pouvoir, me mélanger aux autres. Et un tournage, c'est quelque chose qui me fait violence. Je suis pas le seul, c'est un paradoxe qu'on retrouve chez beaucoup de metteurs en scène et de metteuses en scène. Et donc Virginie, oui, du matin jusqu'au soir, j'ai ses yeux bleus dans les miens. Et ses histoires de ses enfants, et de tout ça. Et c'est vrai que ça fait partie de notre métier, parce qu'on passe quand même des mois et des mois ensemble. Comme dit Virginie parfois, on est peut-être même, on se voit peut-être parfois plus que nos propres intimes, que nos compagnes, que nos compagnons. Donc faut-il que ça marche un peu. Si son humour ne me convenait pas, je pense qu'avec tout le talent qu'elle peut avoir, toute l'expérience, elle aurait pu avoir fait tous les films à je ne sais combien de millions qu'elle avait fait avant. Basta. De l'air. Faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et Elsa, je me tourne vers toi parce qu'Elsa, elle a une particularité. Oui, moi j'ai toujours une particularité, je dis tout le temps ça, c'est que je suis HPI, mais pas au potentiel intellectuel, je suis au potentiel Internet. C'est-à-dire que j'aime bien aller sur Internet et je dégote des informations dont tout le monde se fout, mais moi j'adore Internet. Et donc aujourd'hui, on vous accueille, Virginie et Nicolas, pour parler pour nous, un nouveau format qui est script réalisateur. Et ce travail entre script et réalisateur, je l'associe à un film qui est un peu Batman, genre Batman et Alfred. J'aime bien l'idée, cette relation comme ça de travail de l'ombre. Ah oui. J'aime bien ça. Mais d'ailleurs, il y a Michael Caine. Exactement. C'est plutôt flatteur. Et il y a quelque chose qui m'a fait tilter, effectivement, c'est que les scripts souvent sont des femmes. Je me suis dit, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Alors j'ai tapé, et en fait, il m'a pas fallu longtemps pour comprendre, parce que j'ai tapé script qualité nécessaire, et je suis tombée sur cette liste. Organisation, discrétion, sens de l'observation, rapidité d'exécution, bonne mémoire, minutie et sang-froid. Et je me suis dit, alors je dis pas, non, c'est pas mal. Je m'attendais à des trucs genre écrire des rapports, éviter les faux raccords. Du coup, la mémoire, c'est certain. Attends, reprenons-les 2 secondes. Allons-y, voyons si ça marche, Elsa. Alors j'ai organisation. Oui, il y a une organisation psychique énorme. Discrétion. Ouais. En tout cas, intelligence humaine. Ouais, discrétion. Et puis, oui, non, mais c'est sûr, oui. Il faut être discrète pour que les interventions, tout d'un coup, aient un sens et une certaine valeur. Si on intervient tout le temps... Sens de l'observation, a priori, je pense que c'est rapidité d'exécution. Oui. Et bonne mémoire. Sens de l'observation, pour vous donner un exemple, par exemple, il m'arrive de dire à Virginie... Parce que moi, je suis, par exemple, focus sur les acteurs et il y a du monde derrière, parce que c'est une soirée, par exemple, ou un truc comme ça. Et il m'arrive de lui dire, je te fais confiance, tu mates tout derrière, tu regardes les arrière-plans, etc. Parce que parfois, on a des figurants qui font n'importe quoi ou qui sont à contresens. Et donc après, on a minutie et sang-froid, donc je pense que ça aussi, c'est important. Mais du coup... sang-froid, oui, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'être dans des situations où tout d'un coup, il y a un acteur ou quelqu'un qui te demande... J'avais main droite, main gauche, mon verre. T'as un doute, faut être très très rapide et rester calme. Mais à la fois, quand j'ai pas la réponse, je fais pas semblant de l'avoir, donc ça sert à rien. Je pars de ce principe-là. Je préfère dire je sais pas que dire une connerie. Mais mais de toute façon, on est dans une réflexion, la script toute la journée, on ne pense qu'au film, qu'à ce qu'on va tourner le plan. Et situe où, entre quel plan et quel plan. Donc en fait, c'est vrai que les réponses, on les a souvent rapidement, parce qu'on est tellement dedans, tout le temps,
qu'on a déjà pensé à tout en fait. C'est comme si on avait déjà les réponses. Pas loin du. Il y a un truc qui est très très beau, c'est les scripts à la fin des tournages de Virginie. Les scénarios, pardon. Oui, les documents. scénarios, ouais. Et à la fin, ça devient presque une sorte d'œuvre d'art, presque, parce qu'il y a toutes les photos, les post-it, les notes, même mes dessins, des trucs, enfin, ça va dans tous les sens. Et ça s'enrichit comme ça au fur et à mesure des semaines qui passent, des rajouts de répliques, de trucs. Mais t'avais même dit un jour que tu pourrais presque en faire, je sais pas moi. Faut garder pour la cinémathèque, hein. Bah oui, c'est ça. La cinémathèque. Elle m'avait déjà contacté pour se procurer des scénarios, les archiver, mais je leur ai demandé de me faire un duplicata. Au moins, et ils n'ont pas voulu. Donc je leur ai dit, pas de duplicata, pas de scénario. Bravo la cinémathèque. Donc voilà, mais peut-être. Non, mais en fait, moi, du coup, j'associais les femmes à ces qualités-là. Alors, je prétends pas qu'un homme ne peut pas avoir ces qualités-là. Non, mais il y a de plus en plus d'hommes. Hein. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes garçons qui veulent être scripts. Bon, je trouve ça tant super. mieux, parce que non, mais juste qu'on n'a jamais vu un homme emballer les cadeaux de Noël correctement, tout en faisant la cuisine et en se souvenant que c'est l'anniversaire de la grande tante de sa femme. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'important que les femmes. C'est en train d'évoluer quand même. Tout ça. On espère. Mais bon, revenons sur l'importance d'une script. La script, outre ses autres missions, ça permet d'éviter les faux raccords. Et malgré toute la bonne volonté du monde, il peut y avoir des fois des faux raccords. Et d'ailleurs, il y a des comptes sur Facebook qui s'amusent à les recenser. Et parmi les faux raccords les plus connus de l'histoire du cinéma et de la télévision, on peut citer donc l'apparition d'un gobelet Starbucks dans Game of Thrones, l'apparition de balles sur un mur avant même que les protagonistes se fassent tirer dessus dans Pulp Fiction. De quoi, pardon ? Là, en fait, dans Pulp Fiction, il y a les petits protagonistes se font tirer dessus. Il y a les impacts avant les coups de feu. Et la meilleure, non, mais ça, c'est pas la script, quoi. Il y a un moment. On peut pas porter toutes les erreurs de l'accessoiriste qui a pas vu ce putain de gobelet dans le champ. Et puis après, c'est des choix de montage aussi. Il y a peut-être une prise. Moi, ça m'est arrivé sur plein de films. Je sais qu'il y a la bonne prise raccord. Mais d'où le fait aussi que certaines raisons. C'est un travail d'équipe et que souvent, ça résulte pas que de la script. Mais c'est ça que j'adore avec mon métier, c'est que je travaille en plus avec tous les corps de métier du plateau. Tous. Et Virginie a fait une erreur par exemple sur Mascarade, c'est qu'il y avait une scène où il y avait un chien qui devait passer devant une voiture et elle a oublié de me dire que c'était le vrai chien pour le truc encore. Et puis on a finalement écrasé le chien qui est mort. Le film lui est dédié. C'est pas vrai. Comment niquer le... Et là t'as vu les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Moi ça me donnait envie. Je ne pense plus qu'à ça. Moi, après le faux raccord, oui, c'est la base du métier. Moi je l'oublie pas parce que c'est vrai que ce métier a énormément évolué, c'est redéfini, c'est revalorisé, et tant mieux. Donc on a tendance à dire oui, maintenant on est plus vraiment dans un truc artistique et tout. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que notre base de métier, quand même, moi je l'oublie jamais, c'est effectivement les raccords qui peuvent être un peu chiants par moment parce qu'il faut se rappeler effectivement tout ce qu'ils ont fait, les gestes, à quel moment ils se lèvent, à quel moment ils se déplacent, sur quel mot, etc. Mais dans le but que mon réalisateur, après, ne soit pas bloqué au montage. Mais et c'est vrai que souvent... oui, ça nous l'a fait vivre un peu comme un rabat-joie alors qu'elle y est pour rien. Voilà. De temps en temps, c'est vrai que ça parfois, oui, c'est vrai que c'est injuste. Tu fais ton taf et tu es là et tu dis, excuse-moi, mais je suis obligé de te rappeler que ça va. J'ai deux versions. Est-ce qu'on fait les deux versions ? Parce que voilà, tout d'un coup, on se retrouve. Les acteurs, c'est pas des machines. Hein. Et puis, on sait que les prises, elles sont pas mal, mais du coup, après, quand on change d'axe, c'est que. On se dit, on fait les deux versions. Alors oui, des fois on les fait, et puis des fois on les fait pas. Et puis, mais du coup, vous inquiétez pas, parce que j'allais finir ma chronique en disant, j'ai rien trouvé sur vos films. Donc ça veut dire qu'il y en a. Mais il y en a toujours, mais tant mieux. En fait, comme ça, vous tenez. Ce qui est important aussi, c'est de se former l'œil, en fait. Elle dit souvent, quand c'est pas trop grave, parce qu'elle m'autorise de temps en temps à faire quelques-uns au profit de la qualité de l'élégance d'un plan ou d'un truc ou d'une idée. Faut savoir lâcher. Et elle me dit, écoute, là, si le spectateur voit ça, c'est vraiment que ton film est à chier. Donc ça se remarquera pas. Et on en fait plein au montage. Moi, je les vois après passer. Il y en a plein dans mes films. Des petites choses qui vont pas, mais qui sont vraiment anecdotiques. Oui, voilà. Après, on apprend vraiment à se former l'œil. C'est ce que je dis aux jeunes scripts. Je leur dis, oui, les raccords, c'est quelque chose, effectivement. Mais faut pas être que. Faut savoir les raccords qui se voient et ceux qui se voient pas. Mais tout ça, c'est
c'est de Ah oui, l'expérience. c'est de l'expérience, parce que c'est vrai que quand voilà, on est jeune exactement. réalisateur, on se dit oh mon dieu, il y a un faux raccord, ça va pas du tout. Et j'ai l'impression que plus on fait des films, plus on se dit non, ça c'est bon, ça va. Mais ça elle a passe. raison, c'est son expérience qui est. Parce qu'en effet, peut-être que tu serais beaucoup plus intransigeante et angoissée, et donc du coup, tu m'angoisserais si tu avais fait moins de films, et si voilà, parce que tu me dirais, ah non, mais ça, on peut pas se le permettre, t'es fou, quoi. Ouais. Et par exemple, si on s'amuse, moi, ça fume beaucoup dans ma vie et dans mes films. Et si vous vous amusez à regarder un peu les tailles des cigarettes, etc., c'est forcément chaotique. Ouais. Ah oui. Non, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on vérifie. Bah oui, du c'est tout. pas. Ouais. Mais oui, voilà, ça se voit pas. Mais c'est et c'est aussi parce que les films sont réussis, on est concentré sur autre chose, et ça me fait penser aux cigarettes. Il y a des plans, moi je trouve, qui me marquent dans tes films, Nicolas. La cigarette me fait penser à Fanny Ardant qui fume une cigarette électronique dans La Belle Époque. Il y a un travelling aventurel, il y a beaucoup de travelling, notamment je pense à Monsieur et Madame Adelman, un travelling circulaire, je crois, quand elle passe l'aspirateur d'Henri Tillier. Moi j'associe des films un peu à une sorte de frénésie, à un tourbillon dans lequel on est emporté. Finalement, c'est un peu ce que tu disais pour les films de Christopher Nolan. Je trouve que pour moi, un film marche quand c'est une expérience marquante. Et dans tes films, vraiment, moi, je me souviens pas que je suis au cinéma, quoi. Je suis emporté par les personnages, par la mise en scène. Et est-ce que justement non, mais c'est agréable. Moi, je ronronne comme un chat. C'est exactement ce qu'on veut. Hein. C'est très sincère. Et du coup, l'importance de la mise en scène. Comment est-ce que tu te dis justement sur le tournage, quand tout doit aller vite, ce plan-là, il faut. Il veut pas se faire chier. C'est important. Il veut pas qu'on s'emmerde. Et il a bien raison. C'est ce que tu dis souvent sur les tournages, qu'il faut pas que le spectateur. Raison. Il y a de ça dans mon rapport au découpage, oui. Ouais. Mais après, c'est une question beaucoup trop large, mon cher ami, parce que tu poses la question même de la mise en scène. On pourrait répondre en 2 heures, ça serait je veux pas vous ennuyer avec ça, mais parce que une séquence pose 250 questions. C'est pas seulement de dire tiens, est-ce qu'on fait un travelling, est-ce qu'on fait pas un travelling, ça. C'est la vitesse du travelling en question, c'est sa place, c'est le moment où il va arriver par rapport à la scène d'avant, c'est toutes ces choses-là qui seraient que vous imaginez sans doute, mais voilà, je vais dire des banalités et qui font que je trouve un film est toujours porte l'empreinte, l'état d'esprit, l'humeur des gens qui l'ont fait. Le cinéma de nos idoles, le cinéma de Scorsese porte en lui ses tourments, son débit de parole, ses addictions cocaïnées, d'avant, mais il en porte encore les stigmates, son rapport à la violence, sa peur, la frénésie du cinéma de Scorsese, ses à-coups. En fait, les films ressemblent à la façon dont ils parlent. Si tu regardes une interview de Scorsese, vous verrez que les mots se mangent les uns les autres, qu'il y a des... il filme comme il respire, et on est tous un peu comme ça. Et moi, il parlait de la peur de l'ennui, l'envie de faire aimer mes personnages. Souvent, j'essaie de réaliser une sorte de déclaration d'amour à mes personnages. Et il n'y a pas d'ailleurs qu'un travelling avant pour y parvenir. En revanche, il y a une manière, en effet, de caresser un peu de temps en temps la scène. Et puis, ça m'empêche pas d'aimer de plus en plus. Elle le voit d'ailleurs et elle m'y encourage, Virginie. Je prends beaucoup de plaisir parfois, là, notamment sur les 2 derniers, à avoir fait des scènes à l'épaule, très simples, fixes, d'accompagner mes personnages, notamment dans des scènes de dispute ou de choses comme ça. J'adore quand tout d'un coup le cadreur, qui est souvent le chef opérateur, tout simplement reste dans la nuque d'un des acteurs principaux, puis après on coupera de l'autre côté, et il vient comme ça devant, de façon un peu fébrile. Oui, la mise en scène épouse l'ambiance de ce qu'on raconte. C'est pour ça que je travaille en amont. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on passe autant de temps ensemble, parce que peut-être qu'un jour je m'offrirai cette espèce de luxe vertigineux de l'improvisation et de la découverte sur le plateau. Jusqu'à présent, je n'en ai pas eu ni le courage ni l'autosatisfaction. J'ai besoin de réfléchir très en amont, chaque scène, chaque plan même, d'en discuter avec elle, d'en discuter un peu avec César, avec évidemment le chef opérateur, qui me disent oui. Je sens de toute façon dans leur regard l'adhésion ou non au dispositif que je m'apprête à mettre en place. Mais voilà, là par exemple... Et qui change parfois. Et qui change parfois. Mais c'est vrai que tout ce travail donne une base. Et comme ça, on arrive le matin, on ne sait pas. Voilà.
la journée n'est pas une page blanche. Ouais. Les acteurs ne peuvent pas me prendre en défaut. Ça apporte ça aussi, vous savez. Moi, j'ai très vite compris que des acteurs étaient extrêmement réceptifs. Ils vont être bons s'ils ont l'impression qu'ils sont tenus. Qu'il y a que des patrons, qu'il y a des capitaines sur le bateau. Il y a rien de pire qu'une actrice ou qu'un acteur qui se demande si on sait ce qu'on va faire. Si tout le monde est là en train de parler. Et ça se joue sur les premiers jours. Moi, Daniel Auteuil m'avait dit un truc génial. Il m'avait dit, de toute façon, je t'ai donné 3 jours, t'as pas dit une connerie, c'est bon, maintenant tu m'as loué pendant 2 mois. Il m'avait scanné. Hein. Ah ouais. Il avait raison. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai pas dit de conneries pendant et j'ai pu d'ailleurs en dire par la suite. J'avais le droit. Mais ils savent tout de suite. Si par exemple, on arrive le matin, on fait une mise en place. Là, par exemple, la scène qu'on joue, c'est cette émission de radio. Bon, bah, si tout d'un coup, le metteur en scène accompagné de Virginie, s'il sent que le mec, il dit alors on pourrait être debout, mais je sais pas, essayons pour voir. Puis après, on va se rasseoir. Oh non, finalement, on va se mettre debout. Puis alors, attends, moi, je sais pas s'il fait jour, il fait nuit. Non, alors on va regarder. Puis les micros, non, micro là. Attends, mets-le pour voir. Bon, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la fois d'après, quand il va s'agir d'appuyer une conviction, il va te regarder dans l'œil en disant est-ce qu'il est sûr de ce qu'il dit ou pas? Il a hésité 2 heures ce matin, ce con. Il n'y a rien de pire, même pour une équipe technique. Avoir un réalisateur qui hésite. Ah bah oui, enfin, après on a le droit de chercher des fois aussi. Oui. C'est normal, mais pas trop au début. Mais pas trop au début. Faut qu'il y ait une confiance, quoi. Oui, il faut installer un truc tout de suite. Mais voilà, je sais que j'ai parlé avec des réalisateurs des fois qui me disent c'est horrible quand on cherche, quand on sait pas. On a l'impression que toute l'équipe est là à dire c'est quoi ce gros naze et tout, alors que pas du tout. Ça fait partie de la paranoïa un peu. C'est normal quand on est capitaine comme ça. Et puis les équipes, Nicolas, c'est pas des petites équipes. Mais non, on accepte complètement que par moment, c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Où il y a un acteur qui va proposer quelque chose. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui font que tout d'un coup, ce qui était prévu, ça marche plus. Et donc, il faut réfléchir. Et c'est génial aussi, parce que du coup, on réfléchit, tu cherches des solutions, tu les trouves. Mais c'est vrai qu'on travaille très fort. Je pense que ça fait partie des nécessités de ce métier. On travaille très fort notre projection imaginaire. Et elle voit très bien, parce que c'est pendant quand même, je sais pas, 3 semaines, on est autour d'une table et on se fait le film. On se fait le film avec rien d'autre que des crayons à papier. On le joue tous les deux, on cherche un peu. Tout à fait. C'est génial, voilà. On a fait des choses dingues là alors que nous avons chacun une vie privée et tout ça. Avec Virginie, on est tellement proches, puis on a un côté, on est comme un frère et une sœur, quoi. Et donc il y avait pas mal. C'est la première fois qu'il y a autant de scènes de cul dans un film que le dernier que j'ai fait. Mascarade. Et on a eu des fous rires parce que parfois avec elle, je me permets, puis c'est elle qui me le propose. Je dis bon écoute, on va voir. Alors et on faisait Cluzet et Marine Vact au pieu dans ma chambre avec César qui nous regarde. Le chef Happy, etc. qui est là, attends, ouais, et on est là, mimé comme dans Love Actually, là, le porno, les doublures Martin porno. Freeman, c'est ça. Et ça nous fait rire comme des gosses. Mais ce qui participe aussi à la mise en scène, et on en parlait un peu, et ce qui vous aide aussi peut-être à travailler, c'est la musique, parce que toi, on disait, t'es aussi compositeur de tes films. Mais j'ai tellement de talent. J'imagine qu'elle a, non, mais que la musique a une importance même dès l'écriture. Est-ce que justement, quel est votre rapport tous les deux à l'écriture au sein du film? Est-ce que ça permet de donner un rythme aussi sur le tournage? Est-ce que tu donnes des inspirations musicales aux acteurs? Ça se passe plutôt pendant la période d'écriture auquel Virginie n'a heureusement pas accès, parce qu'il m'arrive de dormir tout seul aussi, par exemple. Et donc ça, c'est un truc qui intervient, très fort. C'est des références, c'est des idées, c'est des petites ritournelles au piano que je fais comme ça, parce que mon bureau est à côté. Mais ça, c'est plus ton petit jardin privé. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça vient plus de ton Après, si, j'ai la chance que parfois tu me fasses écouter. Mais il y a des réalisateurs qui font des tournages en aider, musique quasiment, qui mettent des séquences et qui mettent la musique pendant le tournage de la séquence. Et donc je ne savais pas si c'est... Non, je ne vais pas jusque-là. Oui, parce que là, je ne vais pas jusque-là. Et d'ailleurs, en plus, souvent, il m'arrive de faire des trucs pendant les tournages qui sont nuls. Que je revois complètement après. Je tente des choses.
à un moment donné, j'avais envie d'être un artiste complet. Complet, d'ailleurs, ça peut s'écrire de différentes manières, de me complaire dans cette idée. Et je faisais venir un piano sur mes tournages, tout le temps, sur un piano, pas loin de moi, pour que mes mains inventives et audacieuses puissent, entre deux plans, se hasarder sur le clavier, etc. Et en fait, j'en suis revenu parce que je fais de la merde pendant... J'ai pas la tête à ça. Après, on peut parler d'une autre musique, c'est la musique des mots. Des répliques, Oui, aussi, parce que également. Nicolas quand même écrit très bien évidemment, mais très C'est c'est pas laissé au hasard du tout. Et ça fait pas aussi partie du métier de script que Exactement. de surveiller le texte. Alors il y a surveiller, dire ah non mais là t'as dit bien au lieu de t'as dit beau au lieu de joli, c'est pas ça. C'est la musicalité. Exactement. Ah ouais. Et la musicalité de Nico, je commence à la connaître un petit peu. Et voilà, je peux venir te faire chier aussi des fois en disant ah, il dit ça, bon. C'est dommage. Ça a le même sens, mais c'est dommage. Hein. Ça sonnait mieux quand même. Pareil, parce que je n'entends plus. Avec, Et je me dis, tiens, on a déjà de la chance qu'il soit allé au bout de la scène et qu'il l'ait joué correctement. Ouais. Et comme en fait, vous le savez, hein, si vous faites une émission sur le cinéma, beaucoup de gens à ce micro ont dû vous parler du manque de temps qui est le nôtre. Les journées sont bousculées par le nombre de séquences à tourner. Qu'on ait beaucoup d'argent ou beaucoup moins. oui, non, ça C'est change exactement rien. la même chose, Ouais. puisqu'en fait, quand un film vaut 10 francs, on lui en donne 8, et quand un film vaut 4 francs, on lui en donne 3 ou 2. Donc on est toujours gêné aux entournures. Les journées sont toujours compliquées. Donc Virginie, elle se bat pour maintenir le cap de mes exigences, de nos exigences, en dépit de notre trouille de devoir passer, de notre envie de passer à la scène suivante, parce qu'on a peur que la journée soit pas assez longue, et après on se fait tirer les bretelles, et puis même les acteurs peuvent péter les plombs, etc. Et donc quand un comédien ou une comédienne, au bout de 15 prises, parce que c'est difficile, parce que il est pas bien, ou parce que je ne sais quoi, ne parvient à être juste quasiment d'un bout à l'autre, et qu'elle vient me voir et que dans l'oreille elle me dit bah oui mais là cette réplique il l'a complètement machin, et j'ai envie de lui dire et alors c'est pas grave. Sauf qu'elle a raison, si elle vient le faire, c'est que son intelligence lui dicte le fait de devoir m'en informer. À la post-prod, après, t'es content. Tu te dis, ah oui, effectivement, on a bien fait. Tout à fait. Mais je n'insiste jamais. Si... Oui. Ça, c'est très important. Hein. La script a quand même il y a beaucoup de psychologie. Ouais. Hein, Il y a des acteurs qui sont tellement compliqués avec le texte que Virginie, par exemple, si tu la regardes, alors qu'elle regarde d'habitude la scène dans le combo ou même sur le tournage, elle est sur le texte. Parce que, avec certaines actrices, avec certains acteurs, nécessairement, elle ne peut même pas les voir parce qu'elle est là pour vérifier. Michael. Vous parliez de texte, Nicolas. Comment as-tu réussi à concilier ton humour un peu piquant avec celui d'OSS 117 qui est très singulier? C'est intéressant parce que du coup c'est le premier film en plus où que tu n'as pas écrit le scénario, c'est Oui, Jean-François Alain qui a écrit oui. la première version. Et comment est-ce que toi tu as rejoint comment est-ce que même vous deux, puisque toi aussi Virginie, ça, tu as c'est dû une entrer dans un univers, tous les deux vous avez dû entrer Oui, dans bah un après univers c'était pas qui Nicolas existait qui déjà. l'avait écrit. Hein, Oui. donc, Oui, c'est on pour ça était que dans- Oui, c'est pour il ça y a un que- travail d'adaptation, quoi. Voilà, après C'est ça. il a mis sa patte. Tu l'as adapté quand même, tu as participé à l'adaptation. Oui, un petit peu, mais non, c'est vraiment le scénario de Jean-François Alain. Voilà. Bah, ça, je sais pas. J'ai mis en scène le film au mieux de ce que je pouvais faire pour essayer de servir au mieux ce texte, ces situations, tout ça. Mais non, c'est l'humour de Jean-François Alain. Il se trouve que le réalisateur du film a parfois fait preuve un peu en tout cas a cru qu'il faisait preuve d'humour dans sa vie. Mais c'est un hasard. Je pense que le film aurait pu être réalisé par quelqu'un de beaucoup plus inhibé, qui ne serait pas un auteur parallèlement à ça. Il y a quand même ce travail de retrouver l'univers aussi en images, en mise en scène d'OSS 117. Michel Hazanavicius sur les deux premiers. Il se passait dans quelles années les deux premiers? Années 60 50 et 60. 50 et 60. Ouais, c'est ça, par là. Et celui-là, il se passe en 1980, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, toi, tu as absorbé aussi l'image, les images, les films, les images Voilà, de films de bien sûr, ces années-là. évidemment. Ah bah on s'est éclaté là-dessus. Ouais, c'est ça. Oui, ça a été un très très gros boulot. De James Bond, j'imagine. Très gros boulot de clin d'œil stylistique, d'effets, même de texture, de pellicule, de tout ça. Enfin, il a fallu replonger dans des très mauvais films, dans des très bons films, dans des films qui sont mauvais mais qu'on aime quand même. Enfin, oui, c'est très très nouveau. Ma mise en scène, on retrouve des choses un peu que j'aime bien, mais globalement, c'est vraiment la mise en scène. C'est un travail sur la mise en scène qui est complètement, je dirais, à part dans ce que j'ai pu faire jusque-là.
puisque c'est pas forcément mon regard, c'est un pastiche, quoi. Oui. C'est un pastiche du cinéma des années 80. Après, c'est plus ou moins, voilà. Donc, et quant aux deux précédents, ma chance, et c'est pour ça que j'ai accepté la proposition, c'est que justement c'était pas la même époque, donc c'était pas le même pastiche, donc c'était pas, il s'est pas agi justement de reproduire l'univers des deux précédents. Ouais. Sinon ça aurait été un peu morbide pour moi de devoir copier le style d'un autre réalisateur. Ça aurait été sinistre. Non, c'était pas copier quiconque, c'était de chercher de nouveaux codes en les piochant dans la filmographie des années 80. Et diriger justement Jean Dujardin, alors que c'est un rôle qu'il a déjà interprété, on le laisse tout seul parce qu'il connaît, ou alors est-ce que vous avez aussi participé avec lui à l'évolution du personnage Honnêtement, je sais pas ce qu'en pense Virginie, honnêtement, j'ai presque rien eu à faire avec Jean Dujardin sur OSS. Au point même d'avoir envie de vivre une autre aventure ensemble pour que justement on fasse un bout de chemin tous les deux, parce que c'est très excitant. On a besoin que les autres aient besoin de soi. Virginie, si elle arrivait le matin et qu'elle se sentait totalement inutile, c'est pour ça quand elle vous dit tout à l'heure les films sont compliqués, plus c'est compliqué, plus je vais avoir du taf et ça. Là en ce moment on a un projet de quelque chose de très 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 lent, c'est tout ça, et elle va en effet avoir des raisons de se réveiller le matin et elle va Jubile. quant à Jean, j'ai passé 5 mois avec toi. 5 mois, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est un gros truc. Ah ouais. Étrangement, ça dure 27 minutes, mais on va passer 5 ans. Alors ça, les 27 minutes, elles vont être solides. Hein. Mais Jean, franchement, il savait exactement ce qu'il voulait. J'avais très peu de place. Très peu de place. Ça nous a pas empêché de nous adorer. Et tout ça, mais... Non, mais c'est vrai qu'effectivement, t'as plus... on était plus sur comme tu dis, le style. Le style, on s'est vraiment la qualité éclaté. du blanc, on repart dans les années 80. Et même Pierre, par exemple, ça a été super de vivre Mascarade après OSS, parce que avec Jean, ils avaient tellement préparé leur truc, etc., que j'avais rien à y redire. C'était formidable. C'était super, ça marchait bien. En plus, ils ont très vite eu le même langage, les mêmes codes et tout ça. Et là, quand Pierre est revenu dans mon univers, pour le coup, de Mascarade, pour un personnage tout en faille, et là, tout avait changé. Son rapport au combo avait changé, son rapport à moi avait changé. Il m'a donné sa vulnérabilité, et c'était un autre acteur qu'on a eu. Quand on y pense, je veux dire, c'est comme deux types différents. Voilà. Et avant de passer au blind test, justement, il y a Thierry Frémaux qui disait au moment de la sélection de La Belle Époque au Festival de Cannes, il a dit que tu faisais du cinéma d'auteur populaire. Toi, c'est ce qui te plaît, ça, cette idée de faire des films qui, moi, la façon dont je l'interprète, c'est des films qui sont faits à partir d'art, qui a une vraie volonté artistique, et en même temps des films qui soient pas dans un entre-soi, qui parlent, qui soient généreux. Exactement. C'est vraiment mon programme. En tout cas, c'est mon programme, on verra si je le réalise, mais c'est parce que je fais les films que j'aime voir. C'est ce que fait Christopher Nolan aussi. J'adore Christopher Nolan. Français. Voilà. Et c'est vrai que c'est très compliqué comme discussion parce que ça oblige à se positionner par rapport à telle ou telle chapelle. Tous les cinémas doivent exister. Je ne suis pas du tout quelqu'un de prosélyte par rapport. Moi, il se trouve que j'ai l'impression que voilà, je tends à fabriquer des choses et on n'est pas si nombreux dans cette espèce de registre-là qu'on pourrait... si on est méchant, il y avait un article dans Libération, je crois, qui avait dit que j'étais le Emmanuel Macron de cinéma. C'est méchant. Pourquoi méchant. Parce que le côté en même temps, le côté un peu. Oui, d'accord. Il est un peu auteur, mais il est quand même un peu faiseur, et tout ça. Bon. Mais je vois ce qu'il voulait dire d'ailleurs. Non, c'est pas ça, c'est que c'est vrai que. Comme elle le disait Virginie tout à l'heure, j'ai un vrai problème d'impatience. Je crois que j'ai besoin de me divertir. Et donc je fais des films parce que je pense qu'on peut à la fois parler d'amour, de choses très importantes, on peut parler de la mort, on peut parler du doute, on peut parler de la précarité, à la fois sociale et affective, sans pour autant ennuyer quiconque. J'en suis personnellement convaincu. Après, il y a des expériences cinématographiques
Je suis allé voir par exemple le dernier film de Paul Thomas Anderson avant-hier, qui est une de nos idoles. Qui n'est pas encore sorti ou Qui n'est pas encore sorti. Ah oui, c'est ça, celui qui est pas. Et c'est vrai que dans celui-ci, comme dans The Master, il s'offre des libertés temporelles, narratives, il fait même des digressions, enfin il joue un peu avec, comment dire, notre impatience. Et en même temps, tout ça fabrique un souvenir assez délicieux, le soir même, plus tard, le lendemain. Moi, je me suis parfois un tout petit peu impatienté sur mon siège, parce que voilà. Et en même temps, c'est cette langueur qui crée cette atmosphère que l'on savoure après coup durablement. Donc il faut se méfier parfois aussi de l'obsession que j'ai de temps en temps de comment dire, de la profondeur divertissante. Parce que on peut parfois, et Virginie d'ailleurs est une sorte, comme sur à peu près tous les sujets du film, d'ange gardien, comme ça, de petit génie dans ma lanterne intime. Elle me dit parfois, c'est bien, autorise-toi ça, on a le temps, ça va, ça vaut ça. Souvent, parfois, tu essayes de comment dire, de calmer un tout petit peu mes inquiétudes sur le plan du temps, sur le plan du rythme. Sur ce qui est rythmé. Et écoutez, je vous propose de terminer avec un blind test, donc pour faire remporter Monsieur et Madame Adelman en DVD. Vous pouvez tirer au sort les personnes qui ont participé sur le concours. Est-ce que je peux dire un truc avant ou pas? Ah oui, bien sûr. Non, c'est interdit. Je reviens au métier de script, j'aurais juste passé un petit message général aux réalisateurs ou futurs réalisateurs qui... Parce qu'on le sait, il y en a beaucoup qui refusent, enfin qui ne travaillent pas avec des scripts sur leur tournage. Ah bon? Ah ouais? Oui, il y a beaucoup de films sans script. Là encore au César, là, ce que je vois, j'en ai déjà vu 3 ou 4. Ah ouais? Je sais pas comment on fait. Alors après, si. Ils n'ont pas les moyens peut-être. Alors, oui, parce qu'on est très cher. Après, moi j'en connais, Gaspard Noé. Ah oui. Je sais que c'est un choix, c'est une équipe super réduite. Voilà, ça je peux tout à fait comprendre. Celui qui filme mieux. Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur du poste et qui vont se sentir dépossédés de leur film, que la script va leur dire non, ça tu peux pas faire ça, ou ça non, c'est pas bien, etc. Donc je veux juste leur dire que non. Ou alors c'est des mauvais scripts, mais c'est pas du tout le métier. On est là vraiment pour les accompagner, on est des alliés, on n'est pas du tout là pour leur voler quoi que ce soit ou leur dire qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire ça. C'est pour ça que c'est important de se rencontrer avant pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, parce qu'effectivement... Oui, puis juste déjà qu'ils s'enlèvent cette mauvaise image de leur tête, quoi, que c'est vraiment pas ça. Le poste du casse-couille est occupé par le chef opérateur essentiellement. C'est le pire sur un tournage, c'est très pas. Donc après, bien sûr, c'est des histoires de personnalité, évidemment, on est toutes différentes, mais quand même, en général, on sent parfois qu'il y a cette petite script. Et voilà, je veux juste leur dire que non. Et je suis pas la seule à être comme ça, on est plein, mais c'est pas du tout la définition et le... C'est pas le métier. C'est pas le métier. D'accord, voilà. très bien. Bon merci pour ce message. Donc test. Et je vous propose, alors tirer, il y a eu un pré-tirage au sort, je précise, il y avait beaucoup plus. Les gens veulent remporter, Monsieur, Madame Adelman, les gens veulent voir. Et dites-nous qui est-ce que vous tirez au sort, vous allez tenter de leur faire remporter. Eva Pierre. Pour faire remporter un DVD. Un DVD. Ainsi que peut-être un parchemin aussi. Mais moi je trouve que très sous-coté les DVD, c'est super. Moi j'ai reçu un petit DVD là comme cadeau, un petit pré-Noël, ça me fait toujours plaisir. Moi je pense que c'est mon DVD. J'aime bien l'objet. Mes cadeaux préférés, oui c'est ça, mais c'est les DVD, moi les gens. Voilà. Chez Aurélie, il y a plein de DVD qui sont même pas encore ouverts. Oui, c'est ça, ils sont empaquetés. Bah oui, comme ça, parce que j'ai envie de les voir, mais j'ai envie d'attendre un peu. Et j'ai Étreint de briser, par exemple, d'Almodovar, j'ai vu d'ailleurs. Magnifique. Mais oui, mais toi, Nicolas, tu disais en interview que tu pourrais aimer Almodovar, mais que tu n'arrives pas à. J'ai dit ça une fois, le nombre de fois on m'a rappelé. J'ai le malheur de dire que je ne comprends pas pourquoi je suis un peu à l'extérieur du cinéma d'Almodovar. Alors c'est vrai que
alors même qu'il Je suis comporte d'accord. toutes les choses que j'aime normalement sur cette planète. Ouais. Il aime les actrices, il aime les femmes qui ont du caractère, il les met en valeur, il aime la musique, il aime les sentiments, il aime Bah les oui. couleurs, il aime l'image. Et ben j'aime pas Almodovar. C'est Effectivement, on en a déjà parlé et je t'avais parlé des Trains de brisés, justement, j'ai pas qui est quand vu. même Ah. un super hommage au cinéma. Mais j'aimerais bien le voir au cinéma. C'est pour ça que je l'ai pas encore ouvert. J'aimerais bien qu'il repasse dans un cinéma. ouais. De Bien quoi sûr. Ah oui, C'est bah, un- oui, On va c'est le repasser en salle. Je vais demander à avec distributeur. grand plaisir. Mais C'est un souvent, très non, beau mais souvent, film, il- sur l'amour, le cinéma. Ah bah c'est pour ça, moi c'est j'ai Ouais. très Non, très faudrait envie que de tu le le vois. Mais- Ça te réconcilierait peut-être. Ah bah on va Avec t'offrir. Pedro. On va te... Bah oui, c'est Avec sûr. plaisir. J'ai pas entendu par contre son dernier film parce que. Madres Paralelas, Oui. c'est pas mal, un peu moins. Moi, j'avais adoré Douleur et Gloire, donc c'est pour ça que je Ah pense oui, que c'est vrai je suis qu'il encore, était bien aussi. ouais. Mais j'étais un petit peu déçu, mais c'est un peu moins rythmé, c'est un peu moins. C'est quoi que c'est pas hyper rythmé. Moins non plus, rythmé que Douleur et Gloire, c'est possible. Tu as vu Douleur et Gloire, t'as pas vu Ah non, c'est. Non, je sais pas, moi j'étais plus dans la nostalgie de Douleur et Gloire que là, ce récit-là. Mais bon, du coup, revenons. Qu'est-ce que vous avez tiré au sort pour faire Eva remporter cette- Pierre 976. Très bien, Nicolas, toi tu représentes. Litus. Alitus. Ah bah. Arrobase Litus. Très bien. Moi, j'ai Francos. Francos. Ouais, Lucas Serge. Et bah très bien, bah vous allez tous être représentés. Et là, je vous propose un petit thème spécial pour ce blind test. Toi, Nicolas, on le disait, tes films ont la particularité, même la chance quand même, d'être plutôt appréciés par la presse et par le public. Et là, on va faire des films cultes, mais à leur sortie, qui n'ont pas du tout plu à la presse et qui pourtant sont devenus cultes et qui ont donc plu au public. Ah oui, alors attends, ok. Et, Des films qui n'ont pas plu à la presse ou qui n'ont pas plu au public? non, à la presse, à leur Pas plu à la sortie de la presse. presse Et qu'ils maintenant, ont les- démonté, qui maintenant sont D'accord. cultes et qui ont plu au public. Je vous mets donc les extraits et Il y en a peut-être particularités. certains que j'ai fait. On va voir. On va voir. Et les extraits en anglais seront en VF pour compliquer un peu la chose. Et puis ceux en français seront toujours en français. Nicolas. Ah oui, peut-être ton bien casque, sûr, sinon pardon. tu risques de ne pas entendre beaucoup ce qui va se dire. N'hésitez pas à dire G quand vous avez le titre du film. Et puis Allez. allons-y, il suffit juste du titre du film. C'est parti pour le premier. Le premier, toujours. Hein. Que se passe-t-il que cet ordinateur nous fait J'arrive, hein. Je suis là. C'est comme le cinéma d'Almodovar. c'est- Ça. Mais c'est pour faire monter le plaisir. quoi. Chaplin. Pas mal, pas mal. Allons-y, normalement là c'est bon. Est-ce que vous savez où se trouve la rue Riverside? T'as l'intention de boire quelque chose? Non. Nicolas, tu. Attends. Nicolas, Oui, là. si, je- Vas-y. Tu l'as ou pas? C'est Retour avec le futur. Oui, exactement. Retour vers le futur, tout à fait. Tu l'avais, Virginie? Oui, mais en VO, donc je peux pas. Ah, c'est pour ça. Un premier point pour Nicolas. Oui, tout à fait. Retour vers le futur. Alors, je joue pour Litus. j'ai Oui, exactement c'est ça. pour lui faire remporter. Un motive à mort. Retour vers le futur, Libération l'avait traité de navet à sa sortie. Le matin, il disait que c'était entre un guimauve, entre guimauve faussement nostalgique et l'hémoglobine communiste. Voilà, ils ont. Ah, nickel. J'ai pas compris l'hémoglobine communiste, mais c'est le matin, faudra demander aux Des fois, ils journalistes ont de du matin. l'inspi, les journalistes, genre ils sortent des trucs. Ah ouais, mais Libération. C'était quelle année Retour vers le futur À C'était- 80 combien la réponse en direct vers le futur. Le premier c'est 85 Ce qui précisément. est pas mal, c'est le faussement nostalgique aussi. Parce qu'ils mettent souvent un adverbe comme ça. Ça veut dire Oui, c'est ça. faussement. Ouais, c'est ça, guimauve Ça l'est fausse. pas, ou ça l'est. Ouais, c'est C'est ça. pas faussement quelque chose. Allons-y pour le second, c'est celui-là. Je suis tombé sur votre répondeur tout à l'heure. Il est très amusant. Vas-y, Nicolas. Le dîner de con. Le dîner de con, évidemment, tout à fait. Cyril Hermite. Avec l'excellent. Ah bah ouais, le dîner de con. Après, pas tout le monde, mais Libération notamment a dit le dîner de con, le bah, dîner sont un peu réchauffés. Enfin, on sait tous que bon, les critiques. Moi, je me souviens d'un article positif de Libération, c'était en 82. C'est ça. Ah ouais, ils sont sévères. Est-ce qu'ils sont plus sévères que le Masque et la Plume? Peut-être pas. Peut-être. Oui, il y a peut-être des journalistes de Libération dans le Masque et la Plume. C'est bien sûr. Je ne sais que Masque et la Plume, il y a de tout. Ah bah voilà. Bon, bah alors c'est un deuxième point pour toi, Nicolas. On continue avec celui-là maintenant. Non, rien ne me fait peur ici. Seulement, il se trouve que certaines demeures sont comme des personnes. Elles provoquent la fulgurance, d'autres pas. Je crois qu'on peut dire qu'à l'hôtel Overlook, il y a quelque chose qui... Elsa. Shining. Shining, exactement. L'hôtel Overlook, ça t'a aidé. Ah bon? Eh ouais. Oui. Ah bah alors lui, il s'est Lui fait, aussi. mais il s'est fait enchaîner Shining. Variety qui a dit que Kubrick a fait équipe avec l'irritant Jack Nicholson pour détruire tout ce qui était si terrifiant dans le livre. Le cinglé Nicholson paraît encore plus bête qu'il ne l'est. Shelley Duvall, quant à elle, a réussi à transformer la chaleureuse et sympathique femme du bouquin en une hystérique à moitié attardée qui minaude à tout va. Voilà. Sachant que le premier et le plus virulent critique du film, c'était Stephen King
lui-même. Ah oui, Stephen King, il a détesté. Ah oui, il a pas du tout été fan. Ça te rapporte un premier point, Elsa. Allons-y sur le suivant maintenant. Vos chaussures doivent être très confortables. Nicolas. Forrest Gump. Forrest Gump, une efficacité redoutable. ça rigole pas. Et troisième point pour Nicolas. Exactement, oui, Forrest Gump, fable dont le prince est un bonnet. Le nouveau grand succès du cinéma hollywoodien tente laborieusement de faire prendre la sottise pour la sagesse la plus profonde. C'est Critique du Monde de 1994 à la sortie du film. Ça tire fort. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, je pense que ces mêmes critiques le reverraient peut-être autrement, mais avec le temps le fait que c'est un film merveilleux, Forrest Gump, qui n'a pas pris une ride et qui est techniquement un chef-d'œuvre absolu. C'est magnifique. Robert Zemeckis, c'est un excellent réalisateur qui est pas scénariste. C'est intéressant d'avoir un aussi bon réalisateur qui pourtant n'est pas à l'origine du scénario. Mais continuons avec le suivant, c'est celui-là. Vous savez qu'en mélangeant des parts égales d'essence et de concentré de jus d'orange congelé, on peut faire du napalm. Non, Elsa. Apocalypse Now? Non. J'ai entendu Napalm. Alors vraiment, il y a une réplique d'Apocalypse Now. Pulp Fiction. Non, c'est pas Pulp Fiction non plus. Non. Oui, Vous êtes sérieux? Tout à fait. On peut fabriquer toutes sortes d'explosifs avec de simples produits de ménage. Vraiment? Si c'est votre truc. Ouais, dans un avion. Tyler, vous êtes de loin. J'ai mis à usage. Alors là, vous voulez dire en même temps, je sais plus. Mika, vas-y. Tu n'as pas de point, Michael, vas-y. Les Infiltrés? Non, j'ai. Alors, Vas-y, Nicolas. Je ne sais plus là. Je dirais Top Gun. Non, c'est pas Top Gun. Fight Club. Fight Club. Et c'est Fight Il a Club. dit Tyler. Mais oui, putain. Il y avait l'indice qui était là, exactement. Mais c'est des doubleurs aussi, c'est dur. Fight Club, je crois que d'ailleurs, au moment où ils ont reçu l'Oscar, ils avaient lu les critiques, les mauvaises critiques qu'il y avait dessus, David Fincher et j'oublie son, Edward Norton. Et ouais, Fight Club, c'est le film hollywoodien le plus ouvertement fasciste depuis Un justicier dans la ville, une célébration de la violence dans laquelle les héros s'octroient le droit de boire, de fumer, de baiser, de se cogner dessus, estimé alors le Chicago Sun-Times. Et ouais, ils ont pas trop aimé eux. Et sinon, une mixture infantile pleurnicharde de pseudo-philosophie de violence pour le Los Angeles Times. Ah ouais, non, il avait pris cher, Fight Club. On continue avec celui-là maintenant. C'est interdit de manger de la choucroute ici. Ah, et qu'est-ce que vous allez me faire? Me coffrer pour manger du choucroute prohibé? J'ai. Mickaël. La Cité de la Peur? La Cité de la Peur, exactement. La Cité de la Peur. Premier point pour toi, Mickaël. D'ailleurs, il y a même une mise en abîme là, parce que c'est la Cité de la Peur qui se moque de Basic Instinct. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi cette séquence-là. Mal reçus. Et il est exactement. En même temps, les films de Basic Instinct, j'ai pas de bêtises, c'est de Verhoeven. Oui, c'est ça. Et Paul Verhoeven n'a pas toujours des accueils excellents pour ses films. Voilà. Et donc, La Cité de la Peur, oui, pareil. Où est-ce qu'il est? C'est le producteur. Ah oui, c'est le producteur tout simplement qui a dit qu'à l'époque la presse les avait assassinés, donc vraiment le film a été pas très bien reçu. Allons-y, on continue avec Ah ouais? Ah bah ouais, non, apparemment. On s'était précipité pour le voir. Mais c'est un succès public, mais pas forcément critique. Les critiques sont justement, parfois les critiques n'aiment pas les succès publics. Allons-y avec celui-là maintenant. On te dit quoi il faut penser, ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes. C'est autre chose à faire que t'écouter. Tu bosses 8-10 heures en te crevant le cul, tu gagnes rien, il est à toi. Tu veux? La VF est pas évidente, hein. un film vraiment culte des années, avec Al Pacino, je peux vous dire. Je peux vous le remettre si ça peut vous aider. C'était la fin de l'extrait. Quand tu mets un chivago dans ta maison, il surveille, il espionne tout ce que tu fais. Nicolas Scarface. Scarface, exactement. Alors là, pareil, Brian De Palma, toujours, il se fait enchaîner par la critique aux États-Unis. En France, ça va, il est un peu plus. Les Français l'aiment plus que les Américains, mais je sais plus ce qu'il y avait sur Scarface. Ah oui, il y avait trop de mots fuck pour le New York Times. Okay. Ah non, le New York Times, ça avait aimé, mais les autres trouvaient qu'il y avait trop de mots fuck. Ah, mais ça continue, hein. Ouais, moi, quand j'ai tourné aux États-Unis, c'était il y a 12 ans. C'était pour Largo Winch? Non, c'était le film d'Olivier Dahan qui s'appelle My Own Love Song, qui était vraiment tourné en anglais avec acteurs américains, etc. Et au bout, pour l'anecdote, alors on tournait avec René Zellweger qui dit 3 fuck par réplique, c'est sa manière de parler. Et au bout de 3 semaines, après avoir tourné donc avec plein de fuck qu'elle a rajouté, les producteurs me disent au fait, on ne t'a pas dit, mais on a le droit à 3 fuck.
Ah, il y a un quota de fuck. D'ailleurs, je fais, ah bah là, il est dépassé. Vraiment. Déjà, ah non, mais vraiment, faut pas dire trop de fuck. Enfin, bon, bref, c'est. Bah, au final, on a ralenti les fuck. On lui a coupé ses fuck. On lui a dit, il faut moins de fuck, hein, apparemment. Bah, elle le savait pas, parce que. Enfin, on se fait partie des absurdités des trucs américains, voilà. Donc, très, très prudes, les Américains, qui veulent pas trop de fuck. Allons-y, on a Comment a été accueilli la môme que tu as fait d'Olivier aux par la États-Unis. critique? Ah oui, plus. Oh bien. Ah bah, vu qu'ils ont eu l'Oscar, je pense que la critique aussi a dû être. Oui, mais c'était avant. Non, il a été bien accueilli par la presse. Aussi. Bah, en même temps, c'est un film, effectivement, un film dont les. Après, sur le style du film, il a été critiqué, évidemment. Il y a toujours des. Ouais, toujours des critiques. De toute façon, Voilà. il y a Libération qu'elle a. Donc, allons-y avec celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites chier, merde! C'est qui ça? Dans le frigo, va me chercher le truc pour la piqûre d'adrénaline. Qu'est-ce qui lui arrive? Pulp Fiction? Pulp Fiction, tu l'avais dit, Virginie, tout à l'heure. C'est pas vrai. Il a pas été mal accueilli. Ah bah si, alors Pulp Fiction. Pulp Fiction. Il y a Laurent Bachet qui le qualifiait d'esbrouf immoral d'une affreuse misogynie où l'auteur ne porte aucun regard. Je rajoute, c'est moi qui écris les critiques. Laurent Bachet. Ah oui, unanime. Oui, évidemment. Descendu. Mais je crois qu'aux États-Unis, je suis pas sûr qu'il ait eu un accueil non plus incroyable, Pulp Fiction, à vérifier. Mais celui-là, oui, non, mais tout le monde. Parce que des films descendus, c'est pas ça. Hein. Ouais, c'est quand c'est un peu unanime. Ouais. Voilà. Oui. Moi, je suis retombé sur un extrait du Basque et la Plume sur Magnolia, qui est un film que j'aime beaucoup. Et il le démontait vraiment. Ah ouais. Ça, c'est vrai en revanche. Et quand tu vas voir sur Allociné les anciennes critiques, donc les trucs, là, la partie critique, le film, je crois, a 2 étoiles et demie. De la presse? Ouais, Magnolia. Ah ouais. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Alors mais Pulp Fiction, je crois que t'abuses un peu. J'abuse. Non, mais je sais plus. Non, parce que vraiment. Parce que moi, j'étais vraiment au cœur le paroxysme de ma cinéphilie un peu post-adolescente, et je me souviens très bien de 3 pages dans Télérama, de 4 pages dans Première ou Studio, etc. Enfin, le film avait été quand même très, très, très commenté, très analysé, très réfléchi. Mais alors, c'est peut-être pour les États-Unis, je sais plus. Mais par contre, il y a des critiques aussi qui changent vraiment avec le temps. Je me souviens de Interstellar, quand il est sorti, il y a un critique de Télérama, dont j'ai oublié le nom, mais de toute façon pas très intéressant, qui vraiment l'a enchaîné en disant que c'était un Matrix plus nul que Matrix, un gloubi-gloubla de l'espace. Et je trouve qu'en fait, le style d'écriture de la critique est tellement mauvaise que le pire. Et je crois que Télérama n'ont pas assumé cette critique-là parce qu'elle n'est plus sur leur site. On la retrouve plus. On retrouve la capture, une image de ce qu'elle était, mais on la retrouve pas maintenant. Il y a que l'avis très positif pour Interstellar de Télérama. Et alors, ça m'intéresse parce que vous êtes plus jeune que nous. Vous, par exemple, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des journalistes, enfin plutôt des revues ou des sites auxquels vous faites plus confiance qu'à d'autres, par exemple? Si vous deviez citer une de vos sources d'influence possibles, où vous dites, avec le temps, tiens, on est souvent d'accord, eux et moi. Moi, je crois qu'il y a Le Monde. Le Monde, j'ai des désaccords quand même, hein, mais j'ai plus d'accords que d'autres. Et je me demande s'il n'y a pas aussi le Nouvel Obs. Je crois qu'il y en a un. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est de là. Le Harper. Je sais plus. Le Harper, je crois que c'est Xavier, ça, Xavier Harper. Je crois que c'est lui, mais il y en a 2 comme ça, ces 2-là, je me dis, s'ils ont vraiment tous les 2 pas aimé, j'ai un doute, quoi. Après, s'il y en a un qui a aimé, l'autre pas, du coup, j'ai quand même tenté. Mais moi, je suis la pire parce que, quand j'ai aimé un film et que je vois qu'un critique le descend, je suis là, mais il a rien compris, lui. Puis, après, je m'adapte à chaque fois, je suis là, non, mais lui, il a raison, ok, on est d'accord, mais. Non, mais sinon. Moi j'aime bien quand les articles sont plutôt longs et qui décrivent vraiment une critique. Moi ça m'intéresse pas, par exemple les critiques dans Télé 7 jours où ça dure 3 lignes, c'est pas très un film comme ça. Voilà. Oui, puis on sent tout de suite aussi quand il y a une espèce d'aigreur. Ouais. Bah c'est ça, moi c'est vraiment ce que j'aime pas, ce mépris vis-à-vis des films populaires que j'aime pas forcément, mais c'est ce qui m'agace. Moi je lis aucune critique. Ah ouais. Mais moi je suis un peu comme toi, zéro. Je suis abonné à Télérama, tout ça, je les lis après les avoir vus. Je regarde les sorties quoi, vite fait. Mais moi je vois même les films s'ils ont des mauvaises des critiques, parce que après des fois je suis d'accord avec eux. Non, ça m'agace, des films compliqués. Et toi Mickaël, du coup? Moi c'est plutôt la personnalité, donc je dirais
Simon Rio d'Écran Large, qui est le rédac chef d'Écran Large. Mais je l'aime Ah oui, aussi. comment tu dis? Simon Rio, c'est Simon Rio, tout à fait. je crois que c'est un des rédac chefs d'Écran Large. Oui, d'Écran Large, oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'aime bien aussi ça. Qui est très pertinent, mais qui est présent aussi dans l'émission Le Cercle. Du coup, sur Canal+, et j'aime beaucoup l'émission Le Cercle. Ah bah voilà. Ouais, c'est intéressant. Ils sont pas d'accord entre eux, donc. Ils sont jamais d'accord. C'est ça que j'aime bien aussi. Alors revenons peut-être au blind test avec l'avant-dernier. Ma pauvre Eva, enfin non, de toute façon, je suis désolée. Hein. Bon, on est à l'avant-dernier, mais allons-y, c'est celui-là. Vous les avez? Oui, ça y est. Pour la gêne occasionnée par la trêve Voyons ça. chargée de l'enlèvement des otages. Guildo Dallas. Ah, multipass. Ben, David Dallas, parfait. C'est nos corben, acta de nolia de nos corben. Non, je ne peux pas être votre mari, je suis bien trop vieux. David est en pleine forme, il vous protégera. Bien, maintenant, allez voir la diva, récupérez les pierres et retrouvez-moi au temple. D'accord? Vas-y, Michael. Indiana Jones? Non. Alors là, non. C'est pas la voix d'Harrison Ford. Non, mais... un film français en partie. Est-ce que ce serait le 5e élément? Exactement, le 5e élément de Luc Besson. Pour le coup, Luc Besson, à chaque fois, il s'est fait enchaîner par. Il a rarement eu du succès au niveau de la critique. Et voilà, 5e élément, Libération, encore, on y revient, qui nous est le 5e élément et le récit naïf d'un combat mythologico-futuriste, singulièrement dépourvu de mystère et de folie. Voilà, ils ne sont pas trop aimés. Ça te rapporte un 5e point, Nicolas. On y va pour le dernier. Bravo, le 5e élément. Voilà. Ouais, il y avait des indices, il y avait la diva qui pouvait aider. Il y avait des petites. Et allons-y pour le dernier, c'est celui-là. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Vas-y, Michael. Blade Runner. Blade Runner, exactement. Le premier Blade Runner. La pluie. Plus de Blade Runner. Un film horriblement fatigant qui ne met en lumière à peu près aucune des richesses de son scénario. Ah bah pour le masque et la plume, tiens, voilà. Justement, on en parlait. Ils ont pas aimé. Et voilà, Nouvel Ops non plus, morbidité profonde. Bon voilà, ça leur a pas plu. Ils avaient pas aimé Alien apparemment, je crois, d'après ce que je vois aussi. Mais bon, bah félicitations Nicolas. Écoute, tu fais remporter à qui ce DVD? Litus. Et bah voilà, bon bah félicitations. Désolé Litus, vous allez être obligé de voir. Non, mais pas vraiment. Non. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, c'était passionnant. On a appris plein de choses sur le métier de scénariste aussi, mais de script surtout. Et sur tes films, Nicolas. Et donc, on attend impatiemment le prochain. Est-ce qu'on a une date de sortie à peu près ou pas? Oui, 1er novembre. 1er novembre. On sera en salle. C'est quasiment la même chose que La Belle Époque. Mais ça avait porté chance pour La Belle Époque. Donc, on attend avec impatience. Merci beaucoup, parce que ça me redonne confiance en moi. Ah bah là, vous avez été très aimable. Merci Nicolas. C'est très sincère surtout. Merci beaucoup à vous deux. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, à Lauriane qui réalise cet épisode. Merci à Elsa et Michael. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, allez au cinéma.